Bienvenue à tous. Alors, la présentation va débuter dans 1 minute. Bonjour à tous. On va débuter la présentation. Donc, je vous remercie d'être des nôtres pour cette première édition et cette première conférence de notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang. Alors, on sait que recevoir un diagnostic de cancer peut mettre en pause ou mettre sur pause vos objectifs de vie et causer beaucoup d'inquiétudes. Donc, que vous soyez en traitement, que vous soyez dans la vie après le cancer ou que vous ayez un cancer du sang chronique, vous aurez peut-être besoin dans votre parcours de soutien supplémentaire au fur et à mesure que vous avancez dans votre expérience. Alors, durant toute la semaine, on vous propose et on vous offre des présentations interactives et des outils, conseils et recommandations approuvés par des experts pour améliorer votre qualité de vie, ainsi que pour que vous puissiez bien vivre avec un cancer du sang. Je m'appelle Pascale Rousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la région du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. La présentation d'aujourd'hui va être d'une durée d'environ 60 minutes et va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes nombreux et en mode silencieux, donc nous vous invitons à poser vos questions dans la zone de questions et réponses. Vous pouvez le faire tout au long de la présentation si vous avez peur de les oublier. Et à la fin de la présentation, on va prendre vos questions et on va les poser à nos conférenciers. Voilà, c'est ça. Et je vous indique également que la conférence, elle est enregistrée et elle va être versée sur notre site Internet. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous partager la mission et vous souligner quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Donc, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada, c'est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des gens touchés et de leur famille. On est là pour vous aider. On offre du soutien aux personnes touchées tout au long du parcours. Alors, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Vous voyez nos coordonnées, alors ma collègue Joliane et moi-même qui représentons le Québec, le site Internet cancerdussang.ca, le numéro de téléphone 1-833-222-4884. Notre site Internet, comme cancerdussang.ca, regorge d'informations et de ressources. Par exemple, je voudrais vous parler de notre programme de soutien par les pairs. Donc, des bénévoles formés qui offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec le cancer du sang. Donc, dans la mesure du possible, on fait des jumelages en fonction de l'âge, du sexe, si demandé, du diagnostic et des sujets qui vous préoccupent. Notre nouveau site Internet, cancerdussang.ca, qui va être accessible le 10 novembre, donc dans 2 jours, sur ce nouveau site Internet, vous trouverez une variété de ressources éducatives et de services de soutien. Par exemple, vous pouvez accéder gratuitement à des brochures, à des fiches d'information concernant des renseignements sur des cancers du sang spécifiques, sur des traitements, sur des aspects psychosociaux, sur de l'information pratique également. Vous pouvez trouver de courtes vidéos éducatives animées, les enregistrements de ces webdiffusions, donc comme celle-ci va se retrouver sur notre site Internet, et également accéder à de nombreux balados. Donc, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière que j'aime beaucoup, je tiens à le souligner. Hein, je te fais rire pour détendre l'atmosphère. Donc, notre conférencière d'aujourd'hui, Sophia Galvao, qui va vous présenter la conférence qui s'intitule « S'adapter à cette nouvelle normalité ». Donc, Sophia a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë en 2012. Son expérience avec le cancer l'a transformée.
Après ces traitements, elle décide de réorienter sa carrière et de suivre une formation de thérapeute en relation d'aide. Sophia est membre de la CITRAC et soutient ses clients en utilisant l'approche non directive, créatrice, basée sur l'acceptation, le lâcher-prise, la connaissance de soi et l'importance de vivre dans l'ici et maintenant. Je précise que la conférence de Sophia va être suivie par un panel. Donc, Philippe Villemur, Liliane Paquette, Vanessa Grandbois et Sylvie Camiré vont répondre à vos questions par la suite ou à nos questions par la suite. Donc, après la conférence de Sophia, restez attentifs, ça va être très intéressant. Donc, sur ce, à toi, Sophia. Merci, Pascal. Alors, bonjour et bienvenue à cette première journée de conférence sur le mieux-être de la Société Leucémie Lymphome du Canada. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et en fait, ce thème me touche particulièrement car j'ai moi-même dû transformer certaines facettes de ma vie et m'adapter à une nouvelle normalité suite à une leucémie et une greffe de moelle osseuse. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir comment s'adapter à sa nouvelle normalité. Donc, voici quelques sujets. On va parler d'émotions, on va parler des outils de la vie après le cancer. Qu'est-ce qu'on fait une fois que, on a passé cette étape et qu'on est en attente ou qu'on est juste en suivi? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments-là? Quelles sont les ressources qu'on a aussi? Alors, par le passé, le cancer était vu comme une maladie qu'il fallait traiter sur le plan physique. Pour maintenant, avec l'expérience et les recherches, on voit que le cancer est maintenant aussi traité sur le plan émotif et psychologique. L'expérience du cancer touche beaucoup les émotions, l'image de soi, la famille, le travail, les relations avec les autres et les projets d'avenir. Un diagnostic de cancer, qu'on le reçoive personnellement ou qu'il touche quelqu'un d'autre, peut être brutal. On peut se sentir dépassé, anéanti, engourdi, effrayé, fâché ou ne pas arriver à y croire. Les émotions peuvent être très intenses et bouleversantes. Il y a près de 130 000 Canadiens qui sont touchés par un cancer de sang. On décompte également plus de 25 000 nouveaux cas de cancer de sang par année et c'est environ 3 530 nouveaux cas au Québec. Nous avons effectué une étude de marché en 2019 auprès de 800 Canadiens touchés par un cancer de sang. Beaucoup de participants m'ont mentionné que le manque de soutien psychologique et affectif provenant du réseau de la santé. Ce soutien est pourtant très important. Il est presque aussi important de traiter le corps que de traiter le mental. Selon la revue Vivre avec le cancer, publiée en 2013, entre 35 et 45 de toutes les personnes ayant le cancer vivent une détresse émotive importante, incluant la dépression. Avant tout, il n'y a pas d'astuce magique ou de recette miracle. Afin de faire face à cette situation de cancer, le temps peut jouer un rôle important dans le soulagement de certaines émotions, mais chacun trouvera sa manière pour traverser cette période. Le cancer peut vivre vraiment plusieurs types d'émotions: l'isolement, l'impuissance, l'espoir, la culpabilité, le déni, la solitude, l'anxiété, les incertitudes, c'est certain, la tristesse, la colère. Et toutes ces émotions sont normales. Parfois, elles sont fortes et parfois, elles sont un peu plus subtiles. Personne ne vit le cancer de la même façon. L'expérience du cancer est unique pour chaque personne. L'important, c'est d'en parler à son entourage et à son équipe soignante, surtout de ne pas rester seul. Dans cette montagne russe d'émotions, on peut bien lire que des survivants trouvent ça difficile, que, comme le premier qu'on voit, c'est une expérience unique et que nous réagissons différemment et selon des protocoles de traitement vraiment différents. Pour ce qui est de l'aidant, on voit bien que l'aidant est affecté
par la personne qui le soutient. Donc, dans ce cas-ci, c'est cette dame qui soutient quelqu'un et que si le patient a une bonne journée, l'aidant a une bonne journée. Si le patient a une moins bonne journée, à ce moment, l'aidant en est affecté. Les conséquences des effets émotifs du cancer. Il y en a plusieurs. Donc, comme on voit sur l'écran, le cancer peut avoir un impact sur votre qualité de vie, sur vos projets, la capacité de faire face au cancer, les relations, que ce soit avec la famille, les amis, au travail, l'entourage. Au niveau du sport, ça atteint vraiment toutes les facettes d'une vie. La santé mentale. Parlons-en un peu. On va l'aborder qu'en surface, parce qu'au cours de cette semaine, nous aurons la présence de Marie-Hélène Savard, qui est psychologue clinicienne et qui fera une présentation beaucoup plus en profondeur le 10 novembre. Donc, pour revenir à la santé mentale, l'anxiété, on voit, c'est des difficultés de se détendre, le rythme cardiaque plus rapide, des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles d'appétit. On peut se sentir faible, étourdi, une sensation serrée à la gorge, à la poitrine. Oui, des difficultés de sommeil, on entend parler souvent de ça, et aussi beaucoup la difficulté de se concentrer. Pour la dépression, c'est une tristesse qui ne disparaît pas. Peu d'intérêt ou pas d'intérêt ou de plaisir quand on fait des activités, quand on rencontre des gens. On est émotionnellement engourdi. Sentiment de culpabilité peut apparaître, d'être un fardeau pour sa famille, pour son entourage. Pas se sentir à la hauteur au travail, se sentir impuissant ou désespéré, être irritable, avoir des pleurs, des difficultés à avoir des solutions, seulement avoir des problèmes. On peut avoir des idées suicidaires aussi. C'est pour certaines personnes un choc très traumatique. Parlons maintenant du pouvoir de la respiration. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vivez un moment stressant, vous retenez votre respiration? Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que nous devrions respirer pour détendre notre corps et notre mental. Donc, comme on peut voir sur l'écran, le pouvoir de la respiration permet de sortir des pensées envahissantes. Donc, quand on reçoit un diagnostic de cancer, oui, c'est certain qu'on peut avoir des pensées envahissantes. Ça permet aussi de diminuer un moment de stress, comme par exemple quand on va chez le médecin, puis qu'on a plein de questions à poser, qu'on est incertain. Ça permet aussi de lâcher prise, parce que lâcher prise par la respiration, c'est plus facile parce qu'on se concentre sur expirer et inspirer. Je vous invite à prendre conscience de votre respiration en ce moment. Prenez conscience de vos poumons qui se remplissent et qui se vident d'air. Ce mouvement ramène dans le moment présent. Il vous détend et vous sort de vos pensées envahissantes. Il se fait n'importe où, que vous soyez au bureau, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans la salle d'attente pour rencontrer un médecin ou n'importe quel spécialiste. Prendre un moment pour respirer, pour mieux se sentir, pour être un peu plus calme. Accepter, ce n'est pas approuver. En fait, accepter, c'est plutôt composer avec la situation. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous le dis, c'est possible. C'est en fait trouver un moyen de mieux gérer la situation pour soi-même. C'est accepter de ne pas accepter aussi. C'est exprimer ses besoins, ses peurs, ses soucis, les incertitudes, mais c'est aussi se donner du temps. Parlons un peu d'adaptation au changement. La nouvelle d'un diagnostic n'est pas facile et accepter sa réalité non plus. Le choc, le déni et la non-acceptation de votre diagnostic sont des réactions normales. L'adaptation au changement de votre rythme de vie sera une étape importante. N'hésitez surtout pas à chercher de l'aide pour traverser les moments difficiles.
soit le besoin de parler de ce que vous ressentez, pensez à ce que vous sentez dans votre corps, ce qui se passe dans votre cœur et ce qui vous traverse l'esprit. Parler de vos émotions, de ce que vous vivez dans votre quotidien est important. Surtout, ne vous comparez pas à d'autres patients. La réalité est différente malgré le même diagnostic. Il faut se faire confiance, garder espoir et entretenir des pensées positives. C'est certain que cela peut vous aider aussi. Maintenant, à la prochaine image, l'adaptation au changement. Qu'est-ce que la résilience? En fait, la résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'adversité, à dépasser les influences négatives qui peuvent empêcher les personnes de se réaliser. Certains individus rapportent des changements positifs dans leur parcours de cancer, que ce soit dans leurs relations, des forces personnelles insoupçonnées, un changement spirituel, une plus grande appréciation de la vie pour certains, de nouvelles possibilités à l'horizon. En fait, le cancer peut donc être négatif, mais on peut y trouver des points positifs. C'est ce qui donne à certaines personnes la motivation pour chercher un nouveau sens à leur vie. Maintenant, avant de débuter la section sur votre vie après le cancer, nous vous suggérons de faire une petite activité. Prenez 2 petites minutes et si vous avez un papier et un crayon, de noter la plus grande difficulté ou le plus grand défi que vous vivez dans l'après-cancer. Je vous donne quelques petits instants pour y penser. Et puis, dans quelques minutes, nous pourrons y revenir au cours de la présentation. Alors, qu'est-ce que l'expérience du cancer? Qu'est-ce qui se passe au niveau des besoins lors de la vie après le cancer? Les besoins de soutien sont liés en fait à 4 grands domaines de la vie. Le besoin d'information, qui peut varier vraiment selon les individus, selon le caractère de chacun, selon la personnalité de chacun. Le besoin de soutien affectif, c'est un besoin lié aux émotions, à l'adaptation, peut être comblé par la famille, les amis, en thérapie, avec un groupe sportif, en fait, avec les gens avec qui vous vous sentez bien. Le besoin d'aide pour des questions sociales et d'organisation, que ce soit communiquer avec des gens, peut-être au niveau financier à la banque, des besoins d'ordre matériel, comme je disais, des besoins financiers aussi. Oser demander de l'aide. Rester seul n'est pas la bonne situation. Il y a aussi des organismes communautaires qui sont peut-être là pour vous aider, qui peuvent vous offrir des repas, des livraisons de médicaments aussi. Il y a le besoin aussi de l'ouverture à la spiritualité. Alors, ce besoin-là, il a trait aux croyances et au besoin d'espérer. C'est aussi un outil pour de vous garder dans le moment présent et vous faciliter de revenir à ce qui vous arrive à vous, mais aussi de garder l'esprit ouvert pour le futur. Dans la vie après le cancer, les 2 besoins qui ressortent le plus sont vraiment le besoin d'information et le besoin de soutien affectif. Le besoin d'information sur les effets secondaires, sur les symptômes, de comment ça va se passer et aussi comment va être ma vie après, votre nouvelle normalité. Pour ce qui est du besoin de soutien affectif, on peut parler avec quelqu'un qui peut être là pour nous, que ce soit un groupe de soutien, que ce soit le soutien par les pairs, que ce soit parfois des gens, quand ils se sentent mieux, vont faire du bénévolat, donc redonner au suivant. Et parfois, le besoin aussi vient d'écouter le témoignage de certaines personnes. Donc, à la Société de leucémie et lymphome du Canada, on offre des balados et des web-diffusions. Les étapes d'un patient. Donc, il y a l'étape de l'attente, l'annonce du diagnostic, le traitement ou l'attente sous surveillance. Et parfois, il y a le soin palliatif et la gestion de la douleur.
Pour certaines personnes, faire la transition hors du rôle du patient atteint de cancer peut apporter certaines difficultés. Il peut être facile de trouver de nouvelles routines qui ne focusent pas sur le traitement et les rendez-vous. Donc, on est habitué à avoir une certaine routine, d'aller chez le médecin, mais là, ça change. On peut avoir une peur de récidive, on peut souhaiter modifier son mode de vie, de poursuivre de nouveaux objectifs, aller de l'avant et mettre de l'expérience derrière soi. C'est parfois vouloir reprendre aussi sa vie d'avant, ce qui n'est probablement pas possible. Et cette réalisation n'est pas toujours facile à accepter. Cette période est parfois appelée la nouvelle normalité et elle est différente pour tous les survivants de cancer. La période suivant le traitement pose des défis particuliers aux personnes atteintes de cancer. Après le traitement, vous pouvez vous sentir parfois abandonné par le système, mal préparé à la transition entre l'intensité des soins, le retour à la vie normale ou le retour à la maison. On retrouve différents effets cognitifs, physiques et psychologiques à court, moyen et long terme. Il est difficile de dire si ces effets sont causés par les traitements du cancer lui-même ou le stress de l'expérience. Donc, au niveau des effets cognitifs, il y a de la fatigue, le brouillard du cerveau. Il y a, au niveau des effets physiques, il peut y avoir des problèmes cardiaques, de fertilité, de ménopause prématurée, des douleurs osseuses. Parfois, il y a de la GVH pour certains. Pour les effets psychologiques, on peut ressentir de la culpabilité, on peut avoir une peur de récidive, on peut avoir une perte d'estime de soi aussi. Le sentiment de culpabilité d'avoir survécu pour certains, se blâmer d'avoir reçu un diagnostic à cause de son style de vie. C'est croire qu'on a été un fardeau pour la famille aussi, puis avoir des difficultés de retour au travail ou à l'école. Ce n'est pas parfait ni pareil pour tout le monde. Parlons un peu de l'attente sous surveillance. En fait, c'est une forme de traitement qui consiste à suivre de près l'état d'une personne avant qu'elle reçoive un traitement. Et ça, en fait, c'est jusqu'à l'apparition des symptômes ou des changements. Donc, selon la maladie, il est possible de gérer un cancer du sang pendant des années en utilisant cette approche. Il ne faut pas confondre l'attente surveillance avec l'inaction. Il est important de vous concentrer sur les avantages que procure ce plan de traitement et ne laissez pas l'attente sous surveillance devenir une attente dans l'inquiétude. Donc, si vous êtes en attente sous surveillance, les besoins d'information et de soutien continuent d'être présents. Pour l'information, que ce soit sur les symptômes, se tenir au courant de ce que pourraient être les symptômes ou ce que vous vivez, prendre des notes sur ce que vous ressentez pour le présenter à votre médecin, à votre prochaine rencontre, trouver des informations sur la maladie, trouver un spécialiste en hémato-oncologie spécialisé dans le cancer chronique ou dans ce que vous avez comme diagnostic et apprendre à naviguer dans le système de santé parce que parfois, ça peut être difficile et ça peut être stressant. Votre besoin de soutien sera toujours là, qu'il soit affectif. Parler avec des gens, parler avec votre entourage, vous sentir libre de dire ce que vous vivez en fait. Et que ce soit aussi avec un groupe de soutien ou un groupe de soutien par les pairs. Donc, voici quelques suggestions pour trouver sa normalité que nous allons voir un à un dans les prochaines pages qui vont suivre. Donc, recevoir un diagnostic de cancer est difficile, c'est difficile émotionnellement. Pour certains, l'idée d'aller chercher de l'aide pourrait être
ou synonyme de faiblesse. D'autres pensent qu'il faut se sentir en situation de crise pour entreprendre des démarches. Ni l'un ni l'autre est vrai. Il ne faut surtout pas attendre d'être en grande détresse pour aller chercher de l'aide professionnelle. Donc, cette action d'aller chercher de l'aide professionnelle va justement vous aider à ne pas arriver à un moment de dépression ou d'anxiété ou de dépression importante. Faire appel à un intervenant signifie que vous cherchez du soutien pour faire face à des situations plus difficiles auxquelles aucune expérience de vie ne vous a préparé. Aller chercher de l'aide, c'est plutôt un signe de force et d'ouverture à de nouveaux horizons. C'est accepter vos difficultés et de reconnaître que vous n'avez probablement présentement pas en main les outils nécessaires ou encore la distance émotionnelle afin de surmonter un tel événement. Un soutien psychologique et social vous permettra d'apaiser vos émotions et incertitudes. Parler de vos émotions, ce que vous ressentez est bénéfique à l'adaptation de votre nouvelle normalité. Certains patients peuvent avoir l'impression que leur entourage est peut-être moins disponible ou ouvert à des discussions au sujet de ce qui s'est passé une fois que les traitements sont terminés. Et en fait, qu'ils ont envie, puisque tout va mieux, de ne plus parler ou de passer à autre chose. Mais peut-être que pour vous, des craintes et des préoccupations persistent et que vous ressentez toujours le besoin de vous confier sur ce sujet-là et en toute liberté. Donc, consulter est primordial. Il se peut que vous vouliez vous montrer plus fort et que ça va bien pour ne pas inquiéter les gens autour de vous, vos aidants, votre famille, mais restez vigilants et prenez soin de vous. Écoutez-vous. Comment chercher un professionnel? Donc, pour trouver un professionnel au niveau de soutien psychologique, vous pouvez consulter l'Ordre des psychologues, vous pouvez consulter la Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide du Canada, vous pouvez consulter les travailleurs sociaux à travers votre CLSC. Vous pouvez aussi demander à votre équipe soignante de vous référer quelqu'un. Mais quoi chercher parfois? En fait, je vous dirais de vous diriger vers quelqu'un qui a de l'expérience quant à vos motifs de consultation. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'une démarche confidentielle. Vous devez vous sentir en confiance avec cette personne. Donc, à tout moment, il est possible de changer et de consulter quelqu'un d'autre. Il est bon de savoir que la plupart des assurances collectives couvrent une partie des frais. Sinon, vous pouvez chercher de l'aide au niveau du CLSC dans le réseau public. Ils ont des travailleurs sociaux ou parfois c'est votre clinique médicale à travers l'équipe de votre médecin de famille qui pourra vous trouver quelqu'un et un soutien. Et si vous avez besoin d'aide dans vos recherches, vous pouvez appeler la ligne de soutien aux patients de la Société de leucémie et lymphome du Canada ou envoyer un courriel et on pourra vous aider. Votre équipe soignante est là pour vous répondre à vos questions et vous tenir informés pendant et après vos traitements. Par contre, ces gens n'auront pas toujours réponse sur le champ sur vos questions, mais vous ne perdez rien à continuer de poser les questions et ils vous répondront éventuellement. N'oubliez pas aussi que votre infirmière pivot ou votre infirmier pivot ou que votre pharmacien ou pharmacienne sont aussi d'excellentes ressources. Vos suivis suite à la fin de vos traitements ne seront peut-être pas assurés par le même personnel médical. Ce sera peut-être votre médecin de famille qui prendra le relais. Alors, voici quelques suggestions afin d'améliorer votre expérience lors de vos suivis. Allez-y accompagner. C'est tellement plus rassurant. Parfois, notre mémoire nous joue des tours et en étant avec quelqu'un, cette personne-là peut vous aider à revenir sur certains sujets. Notez vos symptômes. Donc, entre vos rendez-vous, prenez des notes et notez vos symptômes. Parlez-en le moment venu à votre médecin. Conservez également des copies de vos résultats.
que ce soit des imageries médicales, que ce soit des analyses de sang ou que ce soit des tests de moelle osseuse. Dressez une liste de vos médicaments. C'est important. Et si vous n'êtes pas certain de la liste, retournez toujours voir votre pharmacien. Il est là pour ça. Il est là aussi pour ça, pour les gens qui ont besoin d'aide pour prendre leur médication. Les systèmes de piluliers sont toujours disponibles dans les pharmacies. Donc, c'est vrai que quand on demande un pilulier, souvent, c'est parce qu'on a tellement de médicaments à prendre ou parce que les horaires sont différents. Donc, c'est une façon de s'aider et d'être à temps pour prendre ces médicaments. Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous remettre un résumé écrit de votre traitement. Ça inclut le nom de tous les médicaments utilisés, s'il y a eu des radiations, s'il y a eu des complications ou que vous auriez éprouvé des effets particulièrement graves ou moins graves selon votre traitement. On appelle ce résumé un plan de soins pour les survivants. Et aussi, aller à tous vos rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on se sent mieux et qu'on se sent bien qu'il faut éviter les rendez-vous. C'est vraiment un suivi qui est super important. Et restez informés. Demandez à votre équipe soignante de vous donner l'information la plus récente sur les effets à long terme et les effets tardifs de votre traitement contre le cancer. Et aussi, ayez la liste des organismes qui peuvent vous soutenir, comme la Société de leucémie et lymphome du Canada, la Société canadienne du cancer. Si vous avez des difficultés à cuisiner, prenez contact avec votre centre communautaire. Parfois, ils ont des programmes de soutien alimentaire, comme par exemple la popote roulante dont on entend parler à Montréal. Donc, faites vos règles. Vivre avec le cancer, c'est aussi à prendre soin de soi-même. Apprivoiser votre nouvelle normalité peut signifier s'écouter davantage, ralentir son rythme ou encore développer de nouvelles routines adaptées à de possibles changements psychologiques ou physiques. Donc, c'est certain qu'il y a une adaptation, on n'est pas aussi en forme, donc il y a plusieurs adaptations qui se feront. Prendre soin de soi, ça veut surtout dire être indulgent envers soi-même et se donner du temps. Il est normal que vous et vos proches ayez envie que rapidement la vie reprenne son cours normal, mais soyez patients, comprenez ce par quoi vous êtes passé et les épreuves que vous avez surmontées. Ainsi, vous pourrez recréer votre nouvelle normalité. Ce qui est important ici, c'est de vous écouter et de vous faire confiance. Ne vous lâchez pas pour faire plaisir aux autres. Vous savez ce dont vous avez besoin. Écoutez votre cœur, votre tête et surtout votre corps. Respectez vos limites physiques et relationnelles, que ce soit du bruit, que ce soit des demandes des autres, que ce soit des sorties. Et respectez vos limites tout en les mentionnant à votre entourage. Donc, prendre soin de vous. Prendre soin de soi peut se traduire par plusieurs petits gestes quotidiens. Ça peut être rester actif, mais à votre rythme. Manger sainement. Si possible, ne fumez pas et ne faites pas usage de tabac. C'est super important. Si vous fumez, les professionnels de la santé peuvent vous donner de l'information, vous orienter vers des ressources pour vous aider à cesser. Prendre le temps de faire des activités que vous aimez. Pratiquer des exercices relaxants ou de gestion de stress, comme prendre une marche. Que ce soit aussi la pratique de la cohérence cardiaque, la méditation, pleine conscience ou le yoga. Osez essayer quelque chose de nouveau. Vous serez surpris de l'effet positif que cela peut apporter. Nous avons à votre disposition à la Société de leucémie et lymphome du Canada différents guides et feuillets informatifs pour vous aider tranquillement à intégrer de nouvelles habitudes à votre quotidien, que ce soit la nutrition, l'exercice,
etc. Se bâtir un réseau de soutien est tellement important. Avoir des gens autour de soi sur qui compter et avec qui on peut partager ce que l'on vit est tout aussi important au début de la maladie qu'après les traitements. Parfois, le soutien peut venir de gestes, de gens plutôt de qui on ne soupçonnerait pas recevoir de l'aide. Donc, cette aide prend différents visages et provient de différentes sources. Si certains peuvent se sentir comblés par la présence de leur famille, de leurs amis proches, pour d'autres, ce soutien pourrait venir de compagnons de travail, des équipes de sport ou de leur réseau élargi. Acceptez l'aide qu'on vous offre. Cela fait tellement de bien. Dites à vos proches et à vos amis comment vous vous sentez. Il y aura des jours moins faciles que d'autres où vous aurez besoin de laisser libre cours à votre tristesse. Ne vous jugez pas, car il est possible que vous viviez un moment de grande vulnérabilité. Il peut aussi être important pour certaines personnes de rencontrer des gens ayant vécu des situations similaires à la vôtre. Plusieurs personnes qui ont été touchées par un diagnostic de cancer nous confient que pour eux, d'avoir eu la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui est passé par là est rassurant et donne espoir. Il y a des programmes organisés et offerts par les hôpitaux, par les centres de traitement et par des organismes sans but lucratif. Ces programmes prennent des formes diverses, que ce soit du soutien individuel, par téléphone, en personne ou sur le web. La Société de leucémie et lymphome du Canada vous offre des groupes virtuels de soutien ainsi que un programme de soutien par les pairs. Gérer l'attente sous surveillance. Lorsque nous parlons de votre vie après le cancer, il peut s'agir aussi d'une personne avec une forme chronique de cancer qui ne reçoit pas pour le moment de traitement. Même si vous ne recevez pas de traitement pendant l'attente sous surveillance, il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et votre mieux-être. Informez-vous. Parfois, se sentir en contrôle de certaines choses peut diminuer votre anxiété. Donc, apprenez tout ce que vous pouvez sur votre diagnostic. Même si cela parfois peut être angoissant, il est beaucoup plus facile de faire face aux différentes situations pouvant survenir et faire des choix éclairés lorsqu'on comprend davantage ce que l'on vit. Posez des questions, informez-vous et n'oubliez pas que vous avez toujours droit à une seconde opinion si vous ressentez le besoin de le faire. Aussi, évitez Dr Google. Assurez-vous que les informations proviennent d'un lien fiable, que ce soit la Société canadienne de cancer ou la Société de leucémie et lymphome du Canada. Trouver un hémato-oncologue spécialisé dans votre type de cancer est aussi une bonne idée et ne sautez aucun rendez-vous médical, même si vous vous sentez bien. Maintenez votre couverture d'assurance, si c'est possible. Continuez d'améliorer votre santé par la nutrition, l'exercice ou toute bonne pratique, par exemple en cessant de fumer ou en réduisant votre consommation d'alcool. Prenez soin de votre santé mentale. Joignez-vous à un groupe de soutien ou entrez en contact avec un autre patient en attente sous surveillance pour vous aider dans ce que vous vivez. Le partage de ce que vous vivez et comment vous vous sentez peut vous aider et trouver aussi des réponses à certaines questions que vous pourriez avoir. Chaque patient est différent et son besoin et quantité d'information est différente. Écoutez vos besoins. Le besoin d'information est parfois plus important chez l'aidant car il soutient le patient. Il est important de s'informer auprès des ressources fiables pour estomper le sentiment de plonger vers l'inconnu et apaiser l'anxiété et la peur. Restez loin, encore une fois, de Dr Google. Choisissez des sources d'informations fiables. Par exemple, comme j'ai dit, le site de la Société de leucémie et lymphome du Canada, car on garde à jour les informations sur les médicaments et les diagnostics. Ces informations vous sont offertes en plusieurs formats,
Vous pouvez choisir celui qui vous convient, que ce soit visuel, auditif. Nous offrons des web-diffusions, des balados, des feuillets, des vidéos, la possibilité aussi de lire l'histoire d'un patient ou d'un aidant. Que vous soyez patient ou aidant, toutes les informations sur notre site vous seront utiles. N'oubliez pas les aidants et les enfants. Plusieurs études ont révélé que les membres de la famille vivent une détresse aussi grande et quelquefois plus grande que les patients. À la Société de leucémie et lymphome du Canada, nous offrons également du support pour les aidants qui sont souvent des membres de la famille. Si vous avez des enfants, faites-leur part de votre situation. De toute façon, ils sentent que quelque chose ne va pas. Utilisez un langage approprié selon l'âge de l'enfant. Certains livres peuvent vous aider à mieux communiquer et expliquer la situation. En voici quelques exemples. Vous les trouverez dans des librairies dans votre région ou en ligne. À la recherche de la gratitude. Nous avons mentionné plus tôt que les besoins de soutien sont liés à 4 grands domaines. Nous allons revenir aux besoins spirituels et ce que c'est la gratitude. En fait, la gratitude, c'est de trouver un chemin pour passer à travers ce qui se passe. C'est d'ouvrir nos perspectives et d'arriver à voir tous les outils qui nous sont offerts afin de parvenir à les surmonter. Le besoin spirituel inclut généralement le besoin de trouver un sens à l'expérience de la maladie, d'explorer les émotions ressenties face à ce phénomène, à la quête d'espoir, à la capacité d'apprécier sa vie. Maintenant, je vous demanderai de sortir votre feuille où vous avez inscrit vos plus grandes difficultés. Maintenant, essayez de trouver quelque chose de positif dans ces difficultés. Par exemple, parmi ces effets, les patients rapportent des changements dans leurs relations, des forces personnelles, un changement spirituel, une plus grande appréciation de la vie et de nouvelles possibilités. Le cancer peut donc être négatif, mais également positif par moment. Ce qui donne à certaines personnes, en fait, la motivation pour chercher un nouveau sens à sa vie. Le cancer est une expérience qui transforme le patient, l'aidant et les enfants. Donc, qu'est-ce que la normalité après un traitement de cancer? Chacun vit à sa manière, en fait. La normalité est régie par les changements que le cancer a opérés en nous. Pour certains, la normalité sera le retour à la vie qu'ils menaient avant. Pour d'autres, la vie ne sera plus jamais pareille. La normalité prendra tout un nouveau visage. Ici, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous convient à vous. Des ressources à votre portée. Comment vous voyez, donc vous voyez sur cette page plusieurs ressources à votre disposition pour vous aider à cheminer dans ce processus. Il y a beaucoup de ressources. Il suffit juste de choisir celle qui nous convient, que ce soit avec un psychologue, travailleuse sociale, thérapeute en relation d'aide, un sexologue, etc. Ces services sont parfois disponibles dans le réseau public et aussi dans le réseau privé. Parfois aussi, votre centre communautaire peut être d'une grande aide ou votre programme d'aide aux employés. Si vous sentez le besoin de parler de votre situation, de ce que vous trouvez difficile, faites-le et n'attendez surtout pas. On peut maintenant reprendre votre feuille où vous avez noté vos difficultés et défis, où vous avez transformé le négatif en positif. Maintenant, notez les actions que vous devriez faire, des ressources qui sont à votre disposition pour vous aider. Donc, quelles sont les ressources professionnelles, les amis, la famille, communautaire? Écrivez-les sur votre feuille et faites-y référence aux besoins. Revenez régulièrement à ces défis et faites le suivi. Adressez vos défis un à la fois. En conclusion, nous avons suggéré différentes pistes à explorer et ressources à utiliser afin de vous aider à apprivoiser votre nouvelle normalité.
L'idée n'est pas de tenter de tout régler en même temps, mais plutôt d'y aller à votre rythme. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez décider si vous voulez passer à l'action pour atténuer vos difficultés et apprendre à lâcher prise sur certaines situations. En fait, pour atteindre le mieux-être physique, mental, pour mieux vivre votre quotidien, que ce soit après un cancer de sang ou avec un cancer de sang. Alors, voilà, merci. C'était la présentation d'aujourd'hui. Je voudrais prendre un petit moment pour vous remercier de votre présence à cette première conférence de la semaine sur le mieux vivre avec un cancer de sang. Ce fut pour moi un privilège d'être votre conférencière. J'ai beaucoup de gratitude pour ce moment que nous avons passé ensemble. Prenez soin de vous dans votre nouvelle normalité. Je passe maintenant le micro à Pascal. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci, Sophia. C'est très intéressant, ce mariage d'expériences professionnelles, mais on sent les expériences personnelles qui pointent là, ce que tu as vécu et tout. Donc, c'est très intéressant, beaucoup de trucs pratiques. Donc, merci à toi. Je vous invite à rester des notes, tout le monde, parce qu'on va passer à la deuxième partie de notre présentation, qui est le panel. Alors, j'invite nos panélistes, Philippe, Liliane, Vanessa et Sylvie, à allumer leur caméra, allumer leur micro, parce que la parole va être à vous. Donc, on a vraiment pensé vous présenter des gens actifs dans leur communauté, dynamiques, mobilisés, qui ont des choses à dire. Et je suis persuadée que ça va faire écho à ce que beaucoup de gens qui se sont connectés aujourd'hui vivent. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par ma première question par Philippe. Chanceux. C'est toi, Philippe. Alors, première question à Philippe Villemur. Philippe, il est touché par une leucémie myéloïde chronique. Philippe, est-ce que vous pourriez nommer un effet secondaire lié au traitement qui est le plus difficile à gérer pour toi au quotidien et quels sont tes trucs pour le gérer? Moi, ça fait déjà 15 ans que je souffre de leucémie myéloïde chronique. Ça fait que j'ai eu beaucoup d'effets secondaires divers. J'ai eu de la fatigue, j'ai eu de la nausée, j'ai des douleurs osseuses, j'ai des maux de tête. Mais un des effets que j'ai eu le plus de difficulté à gérer, c'était les nausées. Les trucs que j'ai trouvés, c'est de prendre mon médicament à heure fixe à chaque jour. Ça permet, on dirait, à ton système de s'habituer. Ensuite, après avoir pris mon médicament, je faisais souvent aussi une petite sieste. Ça me permettait au médicament de passer tranquillement. Un autre petit truc aussi, c'est de faire un peu d'exercice sans aller au bout de ses forces. Ensuite, j'ai demandé à mon pharmacien si c'était correct de prendre mon médicament avec, supposons, un verre de lait ou un lait au chocolat. Il m'a dit que ce serait mieux de l'éviter parce que les produits laitiers diminuent la vitesse d'absorption de ton médicament. Ça fait que, avec ça m'a permis de prendre mon médicament avec un verre de jus. Ça fait que les effets secondaires étaient beaucoup, beaucoup moins présents. Il m'a aussi dit d'éviter beaucoup le jus de pamplemousse et le pamplemousse parce que dans 60% des médicaments, ça interagit. Mais comme je dis, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu besoin d'aide avec mon hématologue, mon infirmière pivot et même le pharmacien qui m'a beaucoup aidé pour gérer mes effets secondaires. Puis depuis ce temps-là, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présents. Merci. Merci Philippe pour ces trucs pratiques. C'est toujours le fun de savoir ce que les autres font, puis ça peut nous aider. Mon autre question va s'adresser à Vanessa. Allô, Vanessa? Donc, Vanessa, elle est survivante d'un lymphome hodgkinien et un des effets secondaires importants des traitements, c'est l'infertilité ou encore la difficulté à concevoir un enfant naturellement. Je sais, Vanessa, c'était un thème qui te tenait à cœur beaucoup. Alors, merci de nous en parler. Donc, est-ce que, voilà, tu
peux nous en parler un peu et peut-être nous donner un conseil pour quelqu'un qui passe par là, qui se questionne à ce sujet-là? Oui, bien dans mon cas, là, la journée même que j'ai eu mon diagnostic, et on m'annonçait que je devais faire un 6 mois de chimiothérapie, tout ça, bien, veut pas, il était question, les médecins ont abordé le fait de l'infertilité et tout ça. C'est sûr que dans mon cas, selon mon âge, selon les traitements, il y avait un 10 de risque d'infertilité après environ. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Moi, j'ai déjà un petit garçon, mais on voulait avoir un deuxième enfant, même avant d'avoir mon diagnostic, on s'est essayé. Fait que, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, les médecins nous ont dit un peu les pistes là, qui pouvaient être vues là, avant les traitements. On a eu la chance, en fait, que 2 semaines, on puisse décaler les traitements de chimio 2 semaines de temps. Donc, j'ai pu aller en fertilité, nous, en étant avec Procréa, pour se faire un plan B au cas que ça ne fonctionne pas naturellement après. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pu, là, après plein de démarches, pouvoir me faire congeler des ovules. Puis en parallèle aussi, j'ai eu à chaque mois des injections d'Épolupron aussi, qui met un peu les ovaires, qui protège les ovaires, qui nous met comme dans une fausse ménopause. Donc, c'est ça. Fait que, bref, j'ai eu mes traitements, mais c'est sûr, durant mes traitements, j'ai toujours eu mes règles. Fait que je me comptais quand même chanceuse. Je me disais que c'était quand même parti du bon pied. Après ça, on a attendu 2 ans après la fin des traitements, selon les conseils de mon oncologue, parce que on le sait que c'est souvent dans les 2 premières années qu'il y a des risques de récidive. Donc, on mettait toutes les chances de notre côté. Après le 2 ans, on a eu le hockey du médecin. Je pense qu'il y a des études très claires là, qui disent on peut avoir des enfants, on ne peut pas avoir des enfants, mais nous, on a décidé d'y aller de l'avant. On a eu le hockey du médecin. J'ai demandé un scan, un TEP scan, tout était beau. Donc, après 3 mois d'essai naturel, je suis tombée enceinte et pas rien, en plus de jumeaux. Donc, je dis souvent à la blague que j'ai un enfant par année d'attente que j'ai dû attendre. C'est sûr que je suis très consciente que c'est très différent d'une personne à l'autre, selon l'âge, justement, les traitements qu'on a eus, le diagnostic et tout ça. Mais s'il y a quelqu'un ici qui a eu un peu le même genre de diagnostic, le même genre de traitement, c'est un petit message d'espoir là, pour que garde espoir que ça se peut aussi, là, bref. Donc, c'est ça. C'est pas un petit message d'espoir, Vanessa, c'est un gros message d'espoir. On est tellement contents pour toi de cette belle nouvelle-là. Vraiment, c'est vrai que c'est un super message d'espoir et merci de l'avoir partagé avec nous. Je vais poser une autre question à Sylvie maintenant. Sylvie, c'est une survivante de la leucémie myéloïde aiguë. Et un autre des effets secondaires importants, c'est le brouillard au cerveau, où on nomme aussi la dysfonction cognitive. Et Sylvie, je sais que c'est quelque chose que tu vis beaucoup au quotidien. Peux-tu nous en parler, nous donner tes stratégies pour... parce que je sais que tu es une femme active, dynamique, ça passe par là, donc tu dois bien avoir des bons trucs. Là. Oui, effectivement, j'ai des bons trucs. Comme Pascal disait, moi, j'ai eu une leucémie myéloïde en 2017, donc j'ai vécu le brouillard en 2018-2019 et j'ai eu une rechute en 2020. Donc, j'ai dû m'adapter et trouver beaucoup de trucs pour y arriver. On sait que dans le brouillard du cerveau, là, c'est un bien grand mot pour dire que ça devient difficile d'établir ses priorités, ça devient difficile de se planifier. Il y a beaucoup de troubles de mémoire, beaucoup de difficultés de concentration. Il y a beaucoup de volets dans le brouillard du cerveau, mais moi, je veux vraiment en arriver à quelques trucs vraiment pratiques. Premièrement, il faut être prêt à se donner du temps. Il faut se donner du temps pour être capable de se replanifier, de se recéduler, puis il faut se donner des trucs, puis il faut accepter que ça prenne du temps. Donc, il faut accepter un peu cette nouvelle normalité-là. Oui, il y a des retours qui reviennent, des automatismes, des priorisations qui reviennent, mais c'est sûr que pendant un bout de temps, il faut se donner des trucs et des conseils pratiques. Donc, pour tout ce qui était planification, moi, j'ai beaucoup travaillé avec agenda, couleurs, pour permettre de m'organiser, de me planifier. Des listes, hein, des fois, on dit « Oh non, j'ai vraiment oublié ça, oublié des anniversaires qui ne vous arrivaient pas avant. »
oublier des tâches à faire. Donc, vraiment de se faire des listes, de se faire des notes, calendrier. Beaucoup de gens maintenant ont des appareils électroniques. Vous pouvez utiliser votre téléphone, les agendas pour vous planifier, mettre des notes de rappel aussi dans le téléphone. Donc, c'est vraiment un truc que je me suis donné pour tout ce qui est organisation, planification. Ça l'aide en même temps à mettre ses priorités, dire, bon, ben regarde, là, ça, c'est pas vraiment prioritaire, je peux mettre ça dans 2 semaines. Fait que ça permet vraiment de se donner une chance, de se donner du temps pour revenir à la réalité. Autre trouble cognitif qui est difficile, c'est beaucoup la lecture. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, petit truc au quotidien, commencer par des petits articles à lire. Un petit paragraphe dans le journal, un article. Ensuite, passer à un livre assez simple, comme des livres d'enfants, un chapitre. Ensuite, des livres d'adolescents, un chapitre à la fois. Puis avec le temps, ça finit par revenir. Faites-vous plaisir dans tout ce qui est difficulté au niveau cognitif. Il ne faut pas se décourager, il faut se donner du temps, des petits plaisirs pour se récompenser. Féliciter l'effort que vous avez fait, le retour à la mémoire, même si c'est pour vous, ça ne vous paraît pas beaucoup. Félicitez votre effort, c'est énorme les efforts qu'on doit faire pour retrouver cette mémoire-là. Bouger, l'oxygène, ça fait du bien au cerveau, ça permet de replacer les idées. Donc, bouger, de s'établir une routine au départ permet de revenir ensuite à une normalité. Puis accepter cette nouvelle normalité-là. Ça ne veut pas dire que vous allez revenir comme vous étiez avant, mais c'est bénéfique parce que vous vous êtes trouvé des trucs puis vous avez été capable de vous organiser pour essayer de limiter ce brouillard-là. Donc, voilà, il faut accepter cette nouvelle normalité. Bien, merci Sylvie pour ces trucs vraiment importants. Et la dernière panéliste, mais non la moindre, Liliane, qui est là et qui écoute patiemment en se disant, mais quand ça va être mon tour? C'est maintenant. Donc, Liliane vit avec une leucémie lymphoïde chronique. Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des deuils que vous avez dû faire de votre vie d'avant? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2005 avec un stade 4 de la leucémie lymphoïde chronique. Alors, le lundi, j'étais chez mon médecin traitant, le mercredi chez l'oncologue, l'hémato-onco, et le vendredi, je débutais mes traitements. Alors, ça a été comme très rapide de faire des deuils, de mon travail. Tout ce qui finalement entoure le travail, voir les collègues, il faut se reporter il y a 16 ans, on était plus en présentiel, pas comme maintenant. Et étant donné que j'étais directrice de compte pour les TI, les technologies de l'information, au niveau de la formation, donc tout cet aspect travail, d'aller rencontrer des clients, la compétition au niveau des chiffres, ces choses-là, on met tout de côté. Des fois, je fais la farce. J'ai troqué ma vie sociale pour la vie d'hôpital. J'ai troqué mes talons hauts pour les jaquettes bleues. Alors, c'est toutes des choses finalement que les gens qui sont atteints de leucémie lymphoïde chronique, des fois, n'ont pas toute cette démarche-là aussi rapidement que moi parce que j'ai été diagnostiquée au stade 4. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont des stades 0 ou 1, donc ils n'ont pas les mêmes deuils à faire non plus. Par contre, j'ai aussi recyclé comme mon cancer en faisant du bénévolat avec la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie, au niveau c'est moi qui m'occupais des commandites au niveau du Relais pour la vie. Ensuite, j'ai fait avant ça avec Héma-Québec, les gens qui allaient donner du sang, je les recevais, bon, avec le petit beigne, le petit liqueur, tout ça. Je me disais que c'était important parce que notre problème, c'est le sang. Alors, si on peut mousser le fait que les gens peuvent aller donner du sang, ben, ça a été ma petite collaboration. Donc, oui, on a des deuils à faire. Cependant, dans le temps, on s'aperçoit que ces deuils-là ne sont pas permanents nécessairement. Il y a certaines personnes qui vont retourner travailler ou qui n'arrêteront pas. On peut, comme je dis, troquer des activités. C'est sûr qu'on ne va plus dans les centres d'achat autant qu'on irait ou se coller sur du monde qu'on ne sait pas. Bon, là, on a les masques, tout ça, mais même malgré ça,
on est assez restreint, étant donné notre condition de vulnérabilité. Alors, c'est ça, en gros, mais comme vous disiez, puis comme ça ressortait lors de notre réunion, oui, il faut voir l'espoir. Moi, à l'époque, on me donnait 3 ans, et puis ça fait 16 ans. Alors, il y a de l'espoir. Vous faites mentir les statistiques. Yes! C'est ce qu'on veut aussi. Si on veut avoir une qualité de vie là-dedans. Oui, oui. Ben, merci Liliane. Puis j'ai envie de poser la même question à Philippe. Est-ce que, Philippe, il y a des deuils que vous avez dû faire de votre vie d'avant? Bien, moi, ça rejoint beaucoup ce que Liliane a dit. Moi aussi, c'est sur le milieu du travail que ça a diminué beaucoup parce que je travaillais avec les aînés, puis je faisais de l'animation auprès des aînés, puis j'aimais beaucoup ça, mais ça demandait beaucoup d'énergie. Avec la médication, j'ai été obligé de remettre un peu mes pendules à l'heure, puis de me réorienter un peu. Parce que j'avais trop de fatigue, trop de nausées, tout ça. J'ai fait beaucoup d'essais pour retourner au travail, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait que j'ai décidé de transformer ma carrière en aidant le plus possible autour de moi, dans ma communauté, avec des petits travaux ou des petits organismes communautaires pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale, pour aussi permettre de me dépenser, parce que ça nous permet aussi de faire un peu d'activité. Mais un de mes gros deuils que j'ai eu à faire, c'est que moi, mon rêve, c'était de partir de ma résidence pour personnes âgées. Mais là, comme je dis, avec la fatigue et les effets secondaires de la médication, j'ai été obligé de mettre ça de côté. Mais comme je dis, j'ai transformé ça avec plusieurs aides avec ma communauté, ce qui fait pour moi beaucoup de diversité aussi. Ça fait que ça me permet de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Ça fait que je pense que c'est un plus pour un bien, dans le fond. Ça fait que je suis content de pouvoir justement faire des choses différentes. Ben merci. C'est effectivement, il y a des plus petits deuils, il y a des plus gros deuils. Sa carrière, c'est quand même, Liliane aussi en a parlé, un deuil au niveau de la carrière, de ce qu'on était. Donc, c'est pas évident, mais merci beaucoup pour le partage. Et je reviens à vous, Liliane. Oui. Est-ce que oui, oui. Est-ce que vous êtes une personne différente de celle que vous étiez avant? Absolument. C'est quoi? Nommez-nous un aspect positif là, c'est dur à dire, un aspect positif du cancer, mais tu sais, qu'est-ce qui la résilience de se relever, de dire, ben, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie, vu qu'on a en tout cas, moi, dans mon cas, c'est incurable. Puis j'ai été diagnostiquée à 47 ans au travers de chimio, parce que c'est sporadique, on y retourne, on arrête, on y retourne. C'est des chimios d'entretien. Entre ça, il faut s'occuper de la tête. Beaucoup de méditation, beaucoup d'humour aussi. Je pense qu'il faut additionner ça, de dédramatiser notre situation. C'est sûr que je ne dirais pas ça à quelqu'un qui est en pleine chimio, là. Il faut aller avec les étapes, mais il y a de l'espoir, puis il faut être positif. Les recherches sont formidables présentement sur le sang. Je veux dire, il y a des avancées. On parlait peut-être d'un vaccin pour la leucémie myéloïde aiguë. Alors, c'est toutes des choses qui sont vraiment positives. Ça a tellement évolué en 16 ans qu'on peut juste dire qu'on s'en va dans le bon bord. Ben, c'est un beau message d'espoir qu'il ne faut pas lâcher. La communauté est là pour soutenir les gens. Et comme dernière question que j'aimerais poser à Sylvie et aussi à Vanessa, donc en premier à toi, Sylvie, est-ce qu'il y a une ressource qui t'a particulièrement aidée dans ton parcours? Bien, en fait, moi, une ressource qui m'a beaucoup aidée, c'est une ressource externe. Donc, j'ai consulté une coach de vie. Donc, parce que je trouvais que la moi d'avant puis la moi d'après, c'était deux personnes complètement différentes. Avec ce que j'avais vécu, ça faisait pour moi un grand choc entre les deux personnes. Donc, avec la coach de vie, ça m'a permis vraiment de normaliser ma situation, de rediscuter de mes valeurs de vie qui étaient vraiment très présentes avant, mais qui maintenant étaient très présentes et
J'étais très, très pointilleuse sur ces valeurs de vie-là. Ça m'a permis de libérer des tensions que j'avais qui demeuraient. Puis j'avais beaucoup de difficultés à me projeter dans le futur parce que je me disais, bon, j'ai eu un premier cancer, j'ai été traitée, bon, j'ai eu une rechute. C'était très difficile pour moi de me projeter dans le futur. Je n'étais plus capable de me dire, hey, Sylvie, dans 5 ans, tu vas être où? Ben, je disais, ben, moi, dans 5 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais être où. Je n'étais plus capable d'avoir cette vision-là du futur. Fait que ça m'a permis vraiment d'avoir cette vision-là à nouveau. Ça m'a permis de gérer tous les changements dans ma vie qu'il y avait eu, autant physique, psychologique, autant au niveau du travail. Puis ça m'a permis de normaliser ce que je vivais, puis ça m'a permis de reprendre confiance en moi, puis de me dire, mais la moi d'avant, c'était vraiment une bonne personne, puis la moi d'après le cancer, c'est aussi une bonne personne. C'est d'accepter le changement entre les deux. Donc, cette personne-là, cette coach de vie-là, m'a vraiment remis sur le chemin. Voilà. Bien, merci, c'est important. Ça revient à ce que Sophia nous disait, là, d'aller chercher de l'aide, que ce soit un coach de vie, un psychologue, une travailleuse sociale, selon les besoins. Il y a des ressources qui sont disponibles, des fois difficiles à trouver, puis surtout en temps de pandémie, un peu plus difficile, les ressources psychosociales, mais il y a de l'aide extérieure, donc il ne faut pas hésiter. C'est un bon réflexe que tu as eu, Sylvie. Et Vanessa, je pose la même question. Est-ce qu'il y a une ressource en particulier qui t'a aidé dans ton parcours? Ben oui, ben moi je dirais que c'est la Société de leucémie et lymphome du Canada. C'est sûr que quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai fait des recherches sur Internet, ça m'a mené à la marche Illumine la nuit de la Société pour ramasser des fonds, tout ça. Donc, rapidement, je me suis formée une équipe. Puis, tu sais, j'étais durant mes traitements, tout ça, ça m'a donné vraiment comme une sensation d'avoir un autre but que de combattre la maladie, tout ça, un sentiment d'avoir un certain pouvoir sur ta vie. Là aussi, ça a été très rassembleur avec ma famille. Ben, on était déjà proches, mais des fois, les gens ne savent pas trop comment aider, tout ça. Ben là, ils ont tous venu avec moi, avec mon équipe. On a été marcher, on a ramassé des sous. Donc, j'ai vu ça juste positif. Après ça, je me suis inscrite l'année d'après comme bénévole pour préparer la marche de l'année prochaine. Là, c'était la pandémie, ça a avéré différemment, mais je veux pas, moi, ce qui est ressorti de ça, c'est de connaître des belles personnes, une belle communauté qui vivait un peu, qui a vécu un peu la même chose que moi. Donc ça, puis j'ai aussi les ateliers là, Belle et bien dans sa peau que j'ai participé. C'est sûr, c'était avant la COVID. Là, je pense que ça a un peu diminué durant la COVID parce que je ne veux pas, c'est en présentiel. C'est vraiment un atelier avec un petit groupe de femmes de différents âges qui font toutes face à un cancer, type mélangé. Donc, on voyait, par exemple, différentes solutions capillaires, des soins du visage, des cosmétiques. Ils nous donnaient des petits cosmétiques en cadeau aussi. Donc, tu sais, pour l'estime de soi, je trouvais que c'était vraiment bien. À ce moment-là, on n'est peut-être pas dans notre top, qu'on se sent belle et tout. Donc, je trouvais ça vraiment génial aussi comme atelier. Fait que peut-être moi, c'était comme relié avec la Société canadienne du cancer, je crois, à ce moment-là. Mais peut-être en faisant des petites recherches sur Internet, vous le trouverez. Donc, c'est ça. Merci, Vanessa. On dirait que c'est organisé avec le gars des vues, mais on a une présentation de Bel et bien dans sa peau cette semaine. Donc, ceux qui ne se sont pas inscrits, il faut tourner sur le site Internet. Ouais. Je vais les nommer tout à l'heure, mais c'est jeudi. Jeudi le 11 novembre de cette semaine à 11h. C'est les gens de Bel et bien dans sa peau qui vont venir parler, oui, des ateliers, comment y accéder, parce que, bon, là, c'est beaucoup en ligne, mais aussi des trucs pour prendre soin de soi, là, boire de l'eau, dormir, les petits produits et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à venir. C'est une belle conclusion, ça, Vanessa. Tu sais, on dirait qu'on c'était organisé. Merci beaucoup, Sylvie, Vanessa, Philippe et Liliane. Je sais que vous avez travaillé vos questions, planifié ce que vous alliez dire. Puis ça prend du temps. Donc, je vous remercie de l'avoir fait. Peut-être de remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Wow.
Donc, on a un peu dépassé le temps, mais je veux quand même vous inviter les gens là, à taper leurs questions si vous en avez. Il y en a eu durant la présentation, des questions et des commentaires. Je veux quand même vous laisser un peu de temps là, si vous avez des questions à poser, de les faire dans la zone de questions et réponses. Il y a eu un commentaire de Marlene qui a indiqué que pendant que Sophia parlait des ressources au niveau de la psychologie, elle a dit plusieurs équipes de suivi en hémato-oncologie ont des psychologues qui vous offrent un suivi gratuit durant votre trajectoire dans la transformation de votre vie. Donc, je pense que c'est souvent, on dit ah, le réseau, c'est complètement bouché, on n'est pas capable d'avoir des services, du syndicat social et tout ça, mais demandez, n'hésitez pas à demander à l'infirmière pivot, au médecin, à la travailleuse sociale, j'ai besoin d'aide, j'aimerais que vous m'aidiez, nommez ce dont vous avez besoin. Tu sais, les ressources, et les gens, ils ne vont pas deviner là, que vous avez besoin de ça. Donc, travailler, aller nommer, c'est super important. Donc, merci Marlene pour cette suggestion. Quelqu'un nous dit, trouver de nouvelles activités, bien sûr, bénévolat, cours de toutes sortes, etc. C'est Daniel. Mais c'est parfois très difficile de s'y engager car on ne sait jamais comment on se sentira physiquement. Quels sont vos trucs? Donc, est-ce qu'il y en a? Ah, Philippe, ben oui, la main levée. Allez, Philippe, à vous. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire pareil parce qu'on s'inscrit, quitte à ne pas y aller. T'sais, si on ne peut pas, supposons qu'on a de la fatigue ou des nausées ou des effets secondaires, comme je disais tantôt, ça nous permet d'avoir un contact social. Puis si on ne peut pas y aller, c'est malheureux. Il y a des journées qu'on file moins bien, puis on a le droit. Il faut se donner le droit de ne pas avoir la force d'y aller. Et je pense aussi que de nommer, on s'inscrit à une activité, on peut parler au coordonnateur, au gestionnaire, puis de nommer notre réalité. Moi, là, j'ai eu un traitement, je suis en traitement. C'est pas facile. C'est quoi parce que c'est peut-être de payer à la rencontre, parce que des fois, une question monétaire, on s'inscrit. Si on n'y va pas à moitié du temps, on a l'impression qu'on a perdu notre argent. Donc, peut-être de nommer ces choses-là directement, les gens peuvent avoir une certaine flexibilité. Y avait-tu des gens qui avaient quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, je dirais, Pascal, qu'il faut y aller vraiment graduellement. Tu sais, de s'inscrire dans une activité après les traitements qui est là 2 fois par semaine, il faut juste se rendre compte que c'est peut-être un petit peu trop au début. D'y aller avec une activité par mois, voir comment on se sent, comment on gère notre fatigue, comment on gère le stress d'être avec des gens, de sortir de la maison, puis de voir comment on gère la fatigue après, puis vraiment d'y aller graduellement. Puis si une fois par mois, ça va bien, on peut faire 1 fois ou 2 semaines, voir comment on peut gérer la fatigue et tous les effets secondaires reliés à notre nouvelle situation, puis vraiment y aller de façon graduelle, en se respectant et en respectant sa limite. Bien, merci beaucoup pour ces belles réponses-là. On a eu aussi des commentaires, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a un cancer, qui est en attente de résultats. Donc, j'espère vraiment qu'on a pu vous donner des petits trucs. Quelqu'un d'autre qui a une leucémie lymphoïde chronique depuis 6 ans déjà, qui commence à avoir toutes sortes d'effets secondaires, donc qui cherche des façons de les gérer. Donc, j'espère également que ça vous a aidé. Et je viens de recevoir un diagnostic, je ne sais pas trop comment composer avec tout ça. Encore une fois, j'espère que la présentation vous a aidé et dites-vous qu'on est aussi là pour vous accompagner dans ces démarches-là, dans ce parcours-là, de vous mettre en contact avec des gens qui sont passés par là. D'ailleurs, Joliane, si tu veux changer la diapo, ça m'amène à la conclusion parce que le temps presse. Mais voilà, donc de ne pas hésiter à communiquer avec nous. Peux-tu aller à la deuxième? On reviendra, OK? Merci. Donc, de vous dire qu'on est là pour vous. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Vous pouvez aller sur notre site, regarder toutes nos webdiffusions passées. Vous avez notre numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. De ces beaux visages-là que vous voyez, plusieurs sont des bénévoles Premier Contact, donc qui sont dans le programme de jumelage
peuvent répondre à vos questions, peuvent avoir une discussion avec vous. Donc, c'est ça la beauté d'avoir une communauté autour de nous et du soutien, c'est d'avoir des gens qui sont là pour vous soutenir. Veux-tu revenir, s'il te plaît? Joliane, mon Dieu, merci, technologie. Alors, merci beaucoup à nos panélistes, Sylvie, Philippe, Vanessa, Liliane. Merci énormément. Merci, Sophia. On a travaillé la présentation beaucoup. Ton perfectionnalisme et ton professionnalisme, c'est un bonheur de travailler avec toi. Donc, merci. Et je remercie également nos partenaires financiers sans qui on n'aurait pas pu vous présenter cette conférence, mais des conférences toute la semaine. AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen, Jazz Pharmaceutique, Merck et Pfizer. Et dernière diapo, merci. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait que commencer. Donc, d'autres conférences sont disponibles pour vous. Reconnaître la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique avec Marie-Hélène Savard, qui est psychologue. C'est mercredi le 10 novembre à 4 heures. Votre perception de vous-même, on en a parlé de Bel et bien dans sa peau, jeudi le 11 novembre. Demain, on a une conférence sur le yoga, bouger, respirer. Donc, c'est demain à 15 heures, si ma mémoire est bonne, je m'excuse. La nutrition et le cancer, demain également, avec Catherine Lehoux-Dubois, qui est nutritionniste au niveau de la cancéro. C'est important, la nutrition. Et notre conférence finale avec notre vedette, c'est ça, je dis tout le temps, c'est notre vedette, Nicole Bordelot, qui est maître yoga, qui est écrivaine, qui vit avec une maladie chronique elle aussi, qui va venir nous parler de transformer l'inconfort en réconfort. Donc, sur ce, je vous invite à vous inscrire pour les prochaines conférences. Et sur ce, je vous souhaite un bon restant d'après-midi et un plaisir de vous compter parmi nous cette semaine encore. Merci!